Chapitre 29. À 2 kilomètres de là, Robinson avait observé à la longue vue la lutte et la chute des deux adversaires. Il connaissait assez bien cette région de l'île pour savoir que le fond du précipice était accessible par un petit sentier qui serpentait le long de la montagne. Le soir tombait lorsqu'il découvrit le cadavre d'Andohar au milieu des maigres buissons qui poussaient entre les pierres. En se bouchant le nez, il se pencha sur le grand corps brun et reconnut aussitôt la cordelière de couleur solidement nouée autour de son cou. Il se releva en entendant rire derrière lui. Vendredi était là, debout. Il était couvert d'égratignures et il avait une épaule démise, mais il paraissait tout heureux. Anda était à côté de lui et lui léchait la main. « Le roi des chèvres était sous moi et il m'a protégé quand nous sommes tombés, » expliqua-t-il. « Le grand bouc est mort en me sauvant, mais je vais bientôt le faire voler et chanter. » Chapitre 30. Vendredi se remettait de ses fatigues et de ses blessures avec une rapidité qui étonnait toujours Robinson. Quelques jours plus tard, il retournait à la dépouille d'Andohar. Il trancha d'abord la tête qu'il déposa au centre d'une fourmilière. Puis il coupa la peau autour des pattes et sur toute la longueur de la poitrine et du ventre. Enfin, il déshabilla le bouc de sa peau qu'il étendit à plat sur le sol. De la bête écorchée, il ne conserva que les intestins. Il les lava à grande eau et les mit à sécher dans les branches d'un arbre. Puis il gagna le bord de la mer en chantonnant avec sous son bras la lourde et grasse peau d'Andohar. Il la rinça dans les vagues pour qu'elle s'imprègne de sable et de sel. Ensuite, il la gratta avec un coquillage pour enlever tous les poils. Ce travail lui demanda plusieurs jours. Enfin, il l'étendit sur 2 arcs de bois qui la tendaient comme une peau de tambour. Quand elle fut bien sèche, il la polit avec une pierre ponce. « Andohar va voler !» répétait-il, très excité, en refusant toujours de dévoiler ses projets. Chapitre 31. Depuis sa plus petite enfance, Robinson était sujet au vertige. Monter debout sur une chaise suffisait à lui donner un malaise. Un jour, il avait voulu visiter le clocher de la cathédrale de sa ville natale, York. Après une longue escalade dans l'escalier raide et étroit qui tournait en colimaçon, il avait brusquement quitté l'ombre des murs et s'était retrouvé en plein ciel, sur une plateforme d'où on voyait toute la ville et ses habitants gros comme des fourmis. Il avait hurlé de peur et il avait fallu le redescendre comme un paquet, la tête enveloppée dans sa cape d'écolier. Aussi, chaque matin s'efforçait-il de monter dans un arbre pour s'aguerrir. Autrefois, il aurait trouvé cet exercice inutile et ridicule. Depuis qu'il vivait en prenant Vendredi pour modèle, il jugeait important de se débarrasser de son terrible vertige. Il avait choisi ce matin-là un araucaria, un des plus grands arbres de l'île. Il empoigna la branche la plus basse et se hissa sur un genou. Il gravit ensuite les étages successifs du branchage, en songeant qu'il jouirait du lever du soleil un peu plus tôt en se trouvant au sommet de l'arbre. À mesure qu'il grimpait, il sentait davantage l'arbre vibrer et se balancer dans le vent. Le vertige commençait à lui contracter l'estomac. Il approchait de la cime quand il se trouva tout à coup suspendu dans le vide. Sous l'effet de la foudre, sans doute, le tronc se trouvait ébranché sur une hauteur de 2 mètres. Là, il commit une erreur qu'on évite difficilement quand on craint le vertige. Il regarda à ses pieds. Il ne vit qu'un fouillis de branches qui s'enfonçaient en tournant comme une spirale. L'angoisse le paralysa. Il serra le tronc dans ses bras et entre ses jambes. Enfin, il comprit qu'il fallait regarder non pas au-dessous de lui, mais au-dessus de lui. Il leva les yeux. Dans le ciel bleu, un grand oiseau d'or en forme de losange se balançait au gré du vent. Vendredi avait exécuté sa mystérieuse promesse. Il faisait voler Andohar. Chapitre 32. Il avait d'abord ligaturé 3 baguettes de jonc en forme de croix. Puis, il avait creusé une gorge dans chacune de leurs sections et il y avait fait passer un boyau. Sur le cadre léger et robuste ainsi obtenu, il avait posé la peau d'Andohar en rabattant et en cousant ses bords sur le boyau.
Les deux extrémités de la baguette, la plus longue, étaient réunies par une ficelle assez lâche à laquelle était nouée la corde du cerf-volant en un point soigneusement calculé, car de là dépendait son inclinaison dans le vent. Vendredi avait travaillé dès les premières lueurs de l'aube à son cerf-volant, et le grand oiseau de peau, à peine terminé, s'agitait dans le vent entre ses mains, comme s'il était impatient de prendre son vol. Sur la plage, l'Indien avait crié de joie au moment où Andohar, courbé comme un arc, était monté en fusée en traînant une guirlande de plumes blanches et noires. Robinson était bien vite descendu de son arbre pour le rejoindre. Il le trouva couché sur le sable, les mains croisées derrière la nuque, la chevrette Anda roulée en boule à ses pieds. La corde du cerf-volant était attachée à sa cheville. Robinson s'étendit près de lui, et longtemps ils regardèrent tous deux le vol capricieux d'Andohar, au milieu des nuages, qui montait et plongeait, vibrait sous une rafale, et s'affaissait tout à coup, parce que le vent faiblissait. Tout à coup, Vendredi sauta sur ses pieds et, sans détacher la corde du cerf-volant, toujours nouée à sa cheville, il mima la danse aérienne d'Andohar. Riant et chantant, il s'accroupit en boule sur le sol, puis bondit en levant les bras, retomba, projeta sa jambe gauche vers le ciel, tournoya, accompagné par les gambades d'Anda. Et là-haut, très loin dans les nuages, le bel oiseau d'or, attaché par 300 mètres de fil à la cheville de l'Indien, l'accompagnait dans sa danse, virevoltait, plongeait, bondissait avec lui. L'après-midi fut consacré à la pêche au cerf-volant, telle qu'on la pratique encore dans les îles de l'archipel Salomon. La corde du cerf-volant fut attachée à l'arrière de la pirogue, tandis qu'une ligne de même longueur partait de la queue de l'engin et se terminait par un hameçon, dissimulé dans une touffe de plumes. Robinson pagayait lentement contre le vent, et loin derrière la pirogue, la touffe de plumes frôlait les vagues en scintillant. Parfois, un gros poisson se jetait sur cet appât et refermait sa gueule sur l'hameçon. Alors Vendredi et Robinson voyaient dans le ciel le grand cerf-volant s'agiter comme un bouchon d'une canne à pêche quand un poisson a mordu. Robinson faisait demi-tour et, ramant dans le sens du vent, il rejoignait assez vite le bout de la ligne que Vendredi saisissait. Au fond du bateau s'entassaient des corps brillants, tout ronds, au dos vert et aux flancs argentés, des poissons qui étaient presque tous des belonnes. Le soir, Vendredi ne voulut pas ramener Andohar à terre pour la nuit. Il l'attacha à l'un des poivriers auxquels était suspendu son hamac. Tel un animal domestique à la longe, Andohar passa ainsi la nuit au pied de son maître. Il l'accompagna également tout le jour suivant. Mais au cours de la deuxième nuit, le vent tomba tout à fait et il fallut aller chercher le grand oiseau au milieu d'un champ de fleurs où il s'était doucement posé. Après plusieurs essais infructueux, Vendredi renonça à le remettre dans le vent. Il parut l'oublier et ne fit plus que la sieste pendant 8 jours. Alors il sembla se souvenir de la tête du bouc qu'il avait abandonné dans une fourmilière. Chapitre 33. Les petites fourmis avaient bien travaillé. Il ne restait plus rien des longs poils blancs et bruns, de la barbe et de la chair. Même l'intérieur de la tête avait été parfaitement nettoyé. Quand Vendredi revint vers Robinson ce jour-là, il brandissait à bout de bras un superbe crâne blanc et sec avec 2 magnifiques cornes noires, annelées et en forme de lyre. Ayant retrouvé par hasard la cordelette de couleur qu'il avait nouée au cou d'Andohar, il l'attacha à la base des cornes comme on met un nœud dans les cheveux des petites filles. « Andohar va chanter !» promit-il mystérieusement à Robinson qui le regardait faire. Il tailla d'abord 2 petites traverses de longueur inégale dans du bois de sycomore. Avec la plus longue, grâce à 2 trous percés latéralement à ses extrémités, il réunit les pointes des 2 cornes. La plus courte fut fixée parallèlement à la première, à mi-hauteur du chanfrein. Un peu plus haut, entre les orbites, il plaça une planchette de sapin dont l'arête supérieure portait 12 étroits sillons. Enfin, il décrocha les boyaux d'Andohar qui se balançaient toujours dans les branches d'un arbre. Mince et sèche, l'ânière tannée par le soleil, et il la coupa en morceaux égaux d'1 mètre chacun environ. Lorsqu'il le vit tendre
entre les deux traverses à l'aide de chevilles les 12 boyaux qui pouvaient garnir le front d'Andohar, Robinson comprit qu'il voulait fabriquer une harpe éolienne. La harpe éolienne est un instrument qu'on met en plein air ou dans un courant d'air, et c'est le vent qui joue de la musique en faisant vibrer les cordes. Toutes les cordes doivent donc pouvoir retentir en même temps, sans discordance. Il faut qu'elles soient accordées à l'unisson ou à l'octave. Vendredi fixa de chaque côté du crâne une aile de vautour pour abattre sur les cordes le plus faible souffle de vent. Puis la harpe éolienne trouva place dans les branches d'un cyprès mort qui dressait sa maigre silhouette au milieu des rochers, en un endroit exposé à toute la rose des vents. À peine installée d'ailleurs, elle émit déjà un son flûté, grêle et plaintif, bien que le temps fût tout à fait calme. Vendredi écouta longtemps cette musique si triste et si douce qu'elle donnait envie de pleurer. Enfin, il fit une grimace de mépris et leva 2 doigts en direction de Robinson. Il voulait dire par là que le vent trop faible ne faisait vibrer que 2 cordes sur 12. Il fallut attendre la prochaine tempête, qui ne se produisit qu'1 mois plus tard pour qu'Andohar consente à chanter à pleine voix. Robinson avait finalement élu domicile dans les branches de l'araucaria, où il s'était fait un abri avec des plaques d'écorce. Une nuit, Vendredi vint le tirer par les pieds. Une tourmente s'était levée et on voyait dans le ciel livide la lune glisser rapidement comme un disque entre les nuages déchirés. Vendredi entraîna Robinson vers le cyprès. Bien avant d'arriver en vue de l'arbre, Robinson crut entendre un concert céleste où se mêlaient des flûtes et des violons. Le vent redoublait de violence quand les 2 compagnons parvinrent au pied de l'arbre chantant. Attaché court à sa plus haute branche, le cerf-volant vibrait comme une peau de tambour, tantôt immobile et frémissant, tantôt emporté dans de furieuses embardées. Sous la lumière changeante de la lune, les 2 ailes de vautour s'ouvraient et se fermaient au gré des bourrasques. Ainsi, Andohar volant et Andohar chantant semblaient réunis dans la même sombre fête. Et il y avait surtout cette musique grave et belle, si déchirante qu'on aurait dit la plainte du grand bouc, mort en sauvant Vendredi. Serrés tous 3 sous un rocher, Robinson, Vendredi et la chevrette Anda regardaient de tous leurs yeux ce spectacle terrible. Ils écoutaient de toutes leurs oreilles ce chant qui semblait à la fois tomber des étoiles et monter des profondeurs de la terre.